Bonjour, voici donc la deuxième vidéo sur la décision et la prise de décision. La première vidéo, j'ai parlé de la décision politique. Mais ce n'est pas pour rien de commencer par la décision politique plutôt que de commencer par la décision personnelle. C'est historique, comme je vais pouvoir le dire tout à l'heure. En fait, apporter un éclairage nouveau sur ce qui fait la décision peut paraître très ambitieux. Parce que c'est quand même un point très sensible. Cependant, il faut bien considérer que toutes les décisions, même les décisions spontanées, passent par une structure de la pensée. Toutes les décisions passent par un cheminement neuronal, mais ce n'est pas la peine de faire une étude du fonctionnement cérébral pour pouvoir constater que toutes les décisions sont marquées par un cheminement, un parcours dans des croyances, dans des convictions, des certitudes. Elle passe également par un jeu d'interprétation, de prédintention, de suppositions que l'on adopte comme des évidences de décision qui doivent s'imposer, soit comme des contraintes, soit comme des contributions à un projet. En fait, la décision spontanée, qu'on peut dire intuitive, passe par un cheminement éclair. Le plus à étudier, c'est la décision réfléchie. Et c'est celle-là qui nous intéresse parce que c'est celle qui va nous permettre de nous inscrire dans un projet, c'est celle qui nous permet parfois de sortir d'un conflit, et c'est le mécanisme de la décision également politique, où on pourrait penser qu'elle est réfléchie, mais c'est à savoir comment elle est réfléchie. J'ai déjà abordé le sujet dans la précédente vidéo. Alors en premier lieu, ce que je voudrais aborder, c'est l'approche de la décision, l'approche des plus anciennes théories de la décision. Elle est présente dans la pensée de Pythagore, de Socrate, de Platon. Elle est néanmoins examinée, cette décision, sous la forme de la décision politique, chez les philosophes de l'Antiquité, puis aussi chez Aristote, plus que sous la forme de la recherche de la compréhension du fonctionnement humain qui aboutit à une prise de décision. À une prise de décision individuelle. Et c'est ce qui va nous intéresser ici. Cependant, il faut que je passe par cette histoire de la décision. On peut faire, à partir de la recherche sur la décision politique, on peut faire également une extrapolation quand même de ces théories par rapport à la conception de la décision individuelle, puisque les théoriciens aboutissaient toujours à identifier la responsabilité individuelle au travers de ce qui fait le mécanisme de la prise de décision. Leur réflexion a cheminé sur ce qui fait la décision d'une manière générale. Ils considèrent que le choix est fondé sur des principes moraux qui est situé entre le juste et l'injuste. Thomas d'Aquin a poursuivi avec des nuances liées à l'incertitude du hasard, évidemment, avec toujours la souveraineté divine et un calcul en marge. Mais on notera quand même qu'il y avait cette conception d'une tutelle, d'une forme d'autorité, quelque chose qui nous échappe et qui décide pour nous. Et donc, après, il y a eu d'autres théories sur le déterminisme. Mais dans tous les cas, confronté à une situation décidée ou non, le décideur devait savoir composer et surtout accepter. Dans le monde des idées, le libre arbitre se frayait un chemin dans une conception moralisatrice. Ainsi, pendant longtemps, la décision était considérée comme résultant soit d'un raisonnement, qu'on appelait abusivement rationnel, soit d'une autorité à laquelle le jugement se soumet. Bon gré, mal gré, évidemment, puisque c'est une soumission. Et le temps des Lumières est arrivé. Alors là, il y a eu une révolution dans la pensée, puisque Descartes a introduit l'idée d'une méthode pour bien conduire sa pensée. Autrement dit, il disait que les plus anciens que lui n'avaient pas forcément utilisé une méthode rationnelle au regard de la conduite de la pensée. Et il suggérait là qu'il était possible d'avoir une autre manière de conduire la pensée. Alors, est-ce que cette manière a vraiment été utilisée depuis Descartes? Alors, un peu,
pour aboutir à des révolutions technologiques, mais la construction de la pensée elle-même n'a pas forcément suivi dans l'ensemble de la société, et notamment dans l'application de la gouvernance, comme on l'a vu précédemment. La polysémie que j'évoquais, du mot raison, a rendu complexe le chemin de la structuration de la pensée, qui est lui-même très hasardeux, du fait que le mot raison n'a pas forcément le même sens. Cependant, grâce au travail de Descartes et l'évolution simultanée des connaissances et de la faculté qui s'est déployée, de la conceptualisation, d'autres réflexions ont émergé sur la décision. Et il en a résulté des théories. Et c'est essentiel de constater l'importance des outils conceptuels. Cette évolution n'a pas empêché, pourtant, les égarements. Et c'est cela qu'il faut traiter ici, parce qu'ils entraînent des erreurs dans l'approche de ce qui peut permettre d'éclairer la prise de décision. Alors j'ai énoncé dans un premier temps, et je vais dire maintenant dans un second temps. On arrive dans les années 1970. Comme quoi, le cheminement de la pensée n'est pas simple. Et il y a eu des recherches de modélisation de la prise de décision, avec l'application du modèle statistique, que j'ai évoqué longuement dans la prise de décision politique. Donc les théories de la décision passent ici par des recherches mathématiques d'application des probabilités. Ici, l'outillage des formules sophistiquées se sont heurtés à des impasses qui ont été identifiées comme paradoxales, indépendamment des erreurs qui sont faites par les statisticiens eux-mêmes et des extrapolations qu'ils en font. En tout cas, les règles sont apparues pourtant valider des théories, et comme si c'était des vérités scientifiques. Avec une société embarquée dans la recherche de la rentabilité, les formules ont été appliquées, conduisant à des pratiques au demeurant opérationnelles, comme je l'ai souligné précédemment en marketing. Mais si cette opérationnalité reste limitée à ce champ d'application, elle n'empêche pas les politiciens, les médecins et les intervenants dans les contextes des relations humaines de se fourvoyer en utilisant les données statistiques. Ils y ont recours au travers d'enquêtes, de sondages d'opinion et de prise de température dans l'ambiance sociale, en vue d'adopter des mesures. L'outil de marketing égare ainsi la prise de décision dans des approches normatives qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Enfin, troisième chemin, depuis les années 1990, l'imaginaire en psychosociologie, combiné avec des illustrations issues de données statistiques et de travaux en neurosciences, ont conduit à envisager de nouvelles théories. Le phénomène des pourcentages est abondamment utilisé pour étayer une théorie psychosociologique et justifier des raisonnements aux allures de paralogisme en réalité. Ça semble être juste. La personne est sans aucun doute de bonne foi, puisqu'elle s'investit dans la construction de son raisonnement, mais le postulat de départ est à interroger, et c'est ce qui n'est pas fait. Donc il y a une complaisance médiatique qui fait se diffuser la représentation, et l'usage de la rationalité est fortement critiqué, parce qu'en réalité, c'est pas la rationalité, c'est pas la raison qui est utilisée, c'est des aspects du raisonnable, ce sont des raisonnements, mais c'est pas la rationalité. L'aboutissement le plus médiatique de cette modélisation est dans la théorie du nudge, qui consiste à conduire une personne à adopter le comportement qui est attendu par des gens qui souhaitent que ce soit cette décision qui soit mise en œuvre. Le nudge est déclaré concept des sciences du comportement, de la théorie politique et d'économie. La mise en pratique va de l'usage d'un référentiel ludique à la désinformation la plus manipulatrice. Des applications sont ainsi popularisées abusivement dans des contextes personnels, sociaux, politiques et économiques, comme s'il s'agissait d'outils performants. En réalité, il en résulte des situations aussi paradoxales que celles provoquées par l'usage préférentiel de l'outil statistique. Désormais, la question est posée. Quelle est la meilleure voie pour aller au cœur de ce qui fait la décision? Mais
est-elle bien fondée? En bref, là, c'est donc une pensée reposant sur des croyances. Ici, c'est l'application de raisonnement qui, à défaut de traduire des réalités, permet de dégager des convictions. Et enfin, c'est la recherche expérientielle, rattachée aux neurosciences, sur laquelle sont modélisées des certitudes psychosociologiques qui s'effacent, s'estompent, et puis disparaissent en peu de temps, comme l'histoire cerveau droit, cerveau gauche, qui a duré une dizaine d'années, et puis qui maintenant est complètement invalidée. La combinaison de ces trois manières de faire pourrait sembler fondée sur une approche globale. La combinaison de ces trois manières d'aborder le sujet pourrait sembler justifier, fonder une approche globale. C'est d'ailleurs le fondement théorique qui transparaît à l'étude de ce qui fait le nudge, qui a valu le prix Nobel à Richard Thaler. Chaque approche comporte des éléments de vraisemblance. Dès lors, il est vain d'entrer dans la recherche d'une démonstration d'erreurs conceptuelles. Tout au long des théories avancées, la synthèse obtenue conduit à faire des choix fondés sur des généralisations avec des stratégies visant à dominer par l'influence. Au préalable, il est nécessaire de clarifier un concept, celui de rationalité. Selon les auteurs et les contextes même, l'usage qu'ils font du mot raison est très différent. Il peut signifier motivation, raisonnable, raisonnement, rationalité, mais aussi conscience. Et précisément, dans l'approche de l'usage des statistiques, c'est de l'usage de raisonnement dont il s'agit, pas de rationalité, au sens cartésien. Et c'est là où il faut être très précis. Et ce n'est pas facile d'aborder ce sujet-là simplement pour pouvoir le dispenser et le faire comprendre. La raison, c'est un outil de structuration. Ce n'est pas un outil de décision. Des raisonnements de type sophistique ou des paralogismes sont utilisés par des personnes dans un environnement d'études mathématiques statistiques. Il s'agit ni plus ni moins que de raisonnement. Mais ce n'est pas parce que l'on raisonne que l'on est rationnel. Mais ce n'est pas non plus une raison pour évacuer le fait qu'on est en pleine confusion. L'utilisation des statistiques ne fait pas l'approche rationnelle. Que l'on se comprenne bien, si c'est possible dans cette matière. La rationalité implique d'interroger chaque aspect d'une thématique, dès son postulat. Et dans l'approche statistique, ce n'est pas fait. Pas plus qu'ailleurs. La raison dont il est question chez Descartes, dans son meilleur exercice, est celle qui permet donc de structurer la pensée. En aucune manière de décider. On n'a pas de décision pleinement, au sens cartésien, on n'a pas de décision rationnelle. La raison est un instrument de la conscience, au service de la pensée, laquelle est constituée d'émotions. Là-dessus, tous les courants de pensée, les nouveaux courants de pensée sur l'intelligence émotionnelle pourraient se sentir flattés par le fait que je reconnais, en tant que rationaliste, type cartésien, je reconnais que c'est l'émotion qui anime la personne. Mais Descartes n'a jamais évacué cette idée-là. Il l'a même fondée, puisque le dernier travail qu'il a fait, c'est le traité des passions. Autrement dit, aujourd'hui, on ne dirait pas passion, on dirait émotion. Le sens du mot n'est pas le même, mais de faire une transposition temporelle, on pourrait comprendre que Descartes n'aurait jamais évacué l'idée que les émotions animent la pensée humaine, puisqu'il a pris le temps, justement, de structurer dans le traité des passions ce qui fonde la pensée humaine, c'est-à-dire la passion, l'émotion. La raison est utilisée pour identifier, pour comprendre, pour ordonner, pour quantifier, pour prioriser, mais pas autre chose. Dire que c'est la raison qui décide, c'est comme de confondre la tâche et l'outil. La raison peut permettre de décider, mais elle n'est pas la décision. Ce n'est pas parce qu'on utilise un marteau qu'on est charpentier. Ce n'est pas parce qu'on fait la cuisine tous les soirs qu'on est cuisinier.
c'est la différence entre la personne qui fait la tâche et l'outil. De mon propos, il est possible de dégager, dans la perspective d'ordonner la pensée, de dégager un tableau précis sur ce qui a fait la décision au travers de l'histoire. Qu'est-ce qui la fondait? Alors je vous propose de regarder ce tableau. Bien noter ici qu'il ne s'agit pas de décisions rationnelles, mais de décisions qui se fondent sur une approche utilisant le raisonnement, ce qui est très différent. J'insiste encore, le mode de raisonnement peut être très personnel ou convaincant. Il peut être statistique et être efficace dans un contexte et être extrapolé dans un autre. Il peut être analogique, avec une pertinence toute hypothétique. De plus, des combinaisons de processus peuvent se faire, et c'est ce qui fait la difficulté de la clarification. C'est la raison pour laquelle les statistiques sont complètement inadaptées, et que l'approche de l'intelligence émotionnelle qui va se fourvoyer avec des indicateurs statistiques est complètement aussi illusoire. Ainsi, des croyances, des certitudes, des convictions vont participer à la décision et la justifier. Néanmoins, la décision pourra être plus ou moins satisfaisante. Il suffit que ça marche bien quelquefois pour emporter une adhésion à un système de décision dont l'opérationnalité restera très fantasmatique. Les candidats à la décision pourront ainsi se fier à leur intuition, à des données statistiques ou à leur affectivité, quelle que soit la situation, avec une candeur aussi scientifique qui peut participer à un tirage au sort. Bien évidemment, cette modélisation n'enferme aucune pratique de la décision. Dans une décision classique, toutes ces pratiques s'entremêlent. Et dans toutes les décisions, c'est le cas aussi. Parfois, l'une ou l'autre prédomine, et selon le contexte, une confusion lourde de conséquences, d'hésitation, fait obstacle à la décision. Les processus de créativité utilisés pour prendre une décision individuelle ou une décision collective n'échappent pas du tout à cette représentation. Dans cette tendance confusionnelle, Blaise Pascal a ouvert la voie. Il a été, sans doute, le premier à contester la méthode de René Descartes, avec son adage « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». On voit bien qu'il s'agit d'une diaphore. Cette diaphore est au centre de la confusion de l'usage du mot « raison » dans tous les discours contemporains. Une autre pensée de Pascal pèse lourd dans cette confusion. C'est tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment. Mais la fantaisie est semblable et contraire au sentiment, de sorte qu'on ne peut distinguer entre ces contraires. L'un dit que mon sentiment est fantaisie, l'autre que sa fantaisie est sentiment. Il faudrait avoir une règle. La raison s'offre, mais, regrette Blaise Pascal, elle est ployable en tous sens. Et ainsi, il n'y en a point de raison. C'est là qu'il fait une erreur, parce qu'il se trompe sur le sens même du mot raison. C'est le flou, pour lui, dans cette idée de rationalité, et pourtant, il en a fait usage. Les propos de Pascal ont fortement influencé les chercheurs qui ont bénéficié de l'audience des médias. Ainsi, l'ensemble des méthodes citées ci-dessus sont de nature confusionnelle. Avec Descartes, la rationalité est en amont de la décision. C'est une méthode. La première chose à faire dans l'usage de la raison est donc d'identifier l'ordonnancement des arguments. Évidemment, nous touchons à la question de savoir ce qui initie la recherche de la décision. Comme j'indiquais tout à l'heure, il est très clair que la motivation réside dans l'émotion, dans le sentiment. Mais une fois qu'on a passé ce cap et qu'on va s'orienter vers une décision, les thématiques, les sujets peuvent être de nature très différente et amener à des processus très différents. Et la clarification va porter sur les processus.
La première chose à identifier aussi, parallèlement, c'est de voir qu'une décision va avoir pour objectif de maintenir une situation, une condition, ou d'amener un changement. Et là, vous pouvez regarder le tableau ci-dessous. Où il y a la décision par rapport à tous ces champs en relation au changement. Il y a des décisions qui peuvent être désirées, des décisions qui peuvent être imposées. On peut croiser ça avec le phénomène du changement. Il y a des décisions que l'on va bien accueillir et des décisions que l'on va mal accueillir. Et même ça peut être une décision que quelqu'un peut prendre ou une décision que l'on peut même prendre soi-même. Et il va y avoir dans cette relation-là des problématiques relationnelles avec soi et avec les autres. Je peux très bien avoir pris une décision qui ne me plaît pas, mais je vais la prendre quand même. Alors, qu'est-ce qui fait cette décision? La décision, en tout cas, emporte un changement ou le maintien. Il y a une racine émotionnelle dans la prise de décision. Mais si la décision passe au filtre de la raison, l'approche de la situation pourra être appréhendée de façon structurée. Et c'est cette structuration qui nous intéresse ici. L'objectif est de disposer d'une instrumentation de prise de décision. Et je vais vous en proposer une méthodologie. Plusieurs conditions sont à remplir. Il s'agit moins d'étapes successives que d'une approche nécessitant de réunir un éventail d'éléments. La première chose à faire, c'est identifier une situation. Dès lors, il est nécessaire de savoir pourquoi nous prenons une décision. Or, si la démarche adoptée emprunte un peu le chemin de l'identification du pourquoi, habituellement, il verse bien plus rapidement sur le comment faire, en confondant les deux questionnements. C'est un aspect qu'il convient de clarifier. De même, simultanément, il est nécessaire d'identifier en quoi, dans quel contexte, dans quelle situation, nous souhaitons ou nous voulons décider. Nous pouvons identifier plusieurs types de situations auxquelles notre pensée fait référence, avec ces modes de traitement en adéquation, selon des conditions de choix. Regardez ce tableau. Je vous propose de prendre le temps de l'examiner. Alors vous pouvez mettre sur pause et bien identifier cette manière de classer de l'information. Prenez le temps parce que si vous êtes dans une situation où vous vous posez une question sur quelle décision dois-je prendre, eh bien vous avez matière ici à réfléchir et à pouvoir commencer à ordonner votre pensée. L'autre aspect méthodologique, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, si vous avez entendu parler de Descartes, c'est le doute. Le doute est une vieille idée, c'est pas quelque chose de nouveau, Descartes ne l'invente pas. Par contre, il en fait un usage très particulier, puisqu'il ne s'agit plus d'avoir un doute avec la partie émotionnelle, c'est-à-dire le doute qui fait qu'on parle de crainte, de peur, d'appréhension. C'est un doute où il va utiliser la raison. Il va réfléchir et il va ordonner, classer, catégoriser, structurer sa pensée. C'est la raison pour laquelle il dit il faut commencer par éloigner, écarter tout ce qui est des a priori, des préjugés qu'il a reçus en sa créance depuis son enfance, dans son éducation, de façon à pouvoir avoir une pensée la plus facilement structurable. C'est pas simple. Donc il y a différentes manières d'aborder le doute. On peut avoir un doute qu'on peut appeler rationnel, par l'usage du mot raison et la multiplicité de son sens. Mais je préférerais qu'on parle d'un doute raisonnemental, si c'était possible. Parce que c'est l'usage du raisonnement. Il y a un doute
qui est lié à des aspects émotionnels, comme je l'évoquais tout à l'heure, des craintes, des peurs, des appréhensions. Et puis des doutes aussi qui sont liés à l'expérience, c'est-à-dire suis-je capable, ai-je les compétences pour pouvoir faire quelque chose. Donc on peut voir qu'il y a 3 formes de doute qui vont s'appliquer à des situations différentes. Comme j'ai identifié la situation, si je n'arrive pas vraiment à bien identifier la situation, eh bien je peux utiliser le doute pour clarifier la situation face à laquelle je suis. C'est-à-dire la situation à la fois de réalité, mais ce n'est pas la réalité qui pose problème. C'est la relation que j'ai avec la réalité. Donc c'est bien ma pensée sur laquelle il faut que je puisse intervenir. Le doute levé, la décision peut se prendre aisément, voire logiquement, si ce n'est naturellement. Pourtant, il faut encore avancer dans la méthodologie pour pouvoir aboutir à une décision satisfaisante. Et je vous propose de regarder ce nouveau tableau. Sur ce tableau, vous voyez qu'il apparaît 3 grandes voies de l'approche méthodologique de la décision. L'usage du raisonnement, l'usage des sentiments et l'usage du référentiel d'expérience. Donc il est clair qu'il y a des situations dans lesquelles les approches sont plus facilement identifiables. Si j'aime quelqu'un, est-ce le raisonnement que je vais appliquer? Est-ce le sentiment? Ou est-ce l'expérience? Si je vais faire un voyage, comment je vais choisir de m'organiser au regard du raisonnement, de l'expérience ou du sentiment? Évidemment, on peut voir que les 3 peuvent s'imbriquer, mais il y a quand même une prédominance. Et c'est utile de savoir ce qui va devoir prédominer. Parce que si j'aime quelqu'un, eh bien, je vais faire le choix amoureux et mettre à mon service mon raisonnement pour pouvoir organiser la réussite de mon exploit amoureux. Par contre, si je fais le choix d'un logiciel, c'est pas une déclaration d'amour qui va me motiver et qui va me permettre de bien m'organiser. Ça va être la structure et le service des outils informatiques qui vont me permettre de le faire. De même que si je pars en voyage, la manière, je vais choisir ma destination selon des choses qui me plaisent, selon des choses aussi peut-être professionnelles, et je vais avoir une approche d'organisation de ce voyage pour pouvoir être satisfait de ce que je vais faire et occuper mon temps de manière la plus agréable possible avec l'organisation qui va être dedans. Je peux très bien aussi partir en me disant je verrai bien. Mais non, je verrai bien, je vois bien que ce n'est pas la même décision que je prends. Enfin, il faut que je prenne en considération un autre aspect dans la dynamique de la prise de décision, c'est l'aspect du processus temporel. Il y a une nécessité, quand je réfléchis à prendre une décision, de pouvoir faire un bilan d'une situation, d'un parcours. Il y a la nécessité de faire un inventaire de ce dont je dispose, afin de pouvoir définir les meilleures conditions du projet. Ça va participer inévitablement de la décision. Mais peut-être que ce processus-là n'a pas besoin d'être entièrement accompli en fonction de la situation que j'ai identifiée au départ. Et c'est là qu'il faudra être vigilant, attentif, ne pas tout mélanger. Je vais vous proposer quelques exemples. Dans un usage personnel de cette dynamique de la décision, vous pouvez vous demander si vous devez partager la vie d'une personne que vous aimez. Pour être satisfait de votre décision, vous allez passer par le sentiment. Et c'est l'émotion qui vous entraînera, ou pas, dans la voie de la vie conjugale. Je vous passe l'exemple du fait que vous ne pourriez
vous pourriez ne pas aimer la personne et que vous pourriez envisager de quand même passer à une vie conjugale. Les éléments de la décision sont clairement pas les mêmes. Le processus, là, dans un second temps, va certainement passer par un raisonnement. Et c'est pas l'affect, c'est pas le sentiment. Donc vous voyez que vous avez deux outils ici qui peuvent vous permettre d'aborder la décision selon que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Et ensuite, quoi qu'il en soit, pour vous organiser, c'est le référentiel, c'est celui de l'expérience, et si vous n'en avez pas, ça peut être celui de l'expérience d'autrui, et ça va vous faire rentrer dans une approche de raisonnement, de rationalisation de la situation. Mais au-delà de tout ça, c'est parce que vous aurez une structure de raison qui vous fera voir que vous avez 3 palettes à votre service, que vous pourrez mieux réfléchir à savoir comment vous allez décider. Si vous voulez équiper votre ordinateur d'un outil de communication virtuel, si vous avez une expérience dans ce domaine, vous allez procéder par comparaison. Ça va être la démarche expérientielle que vous allez aborder, que vous allez utiliser. Si vous connaissez quelqu'un en qui vous avez confiance, la décision, vous n'allez pas la prendre de la même manière. Parce que la personne en qui vous avez confiance va vous amener, va vous proposer quelque chose, va vous amener à prendre une décision qui va être une décision de confiance et non d'expérience. Et ça ne va pas être de rationalité, ça ne va pas être de raisonnement. Vous allez tout simplement suivre un chemin de confiance. Si vos enfants doivent partir faire des études, comment allez-vous vous y prendre? Je vous propose d'y réfléchir. Vous avez 3 chemins possibles. Vous voulez acheter un bien, vous voulez emprunter de l'argent. Dites-vous, quelle est la méthodologie que vous allez beaucoup plus suivre? Si c'est la voie du sentiment, pour emprunter de l'argent, la voie du raisonnement ou la voie de l'expérience. Vous allez voir qu'il va y avoir une prédominance dans votre approche de la décision et du processus de décision. Vous constatez ainsi que souvent, les instruments de la pensée se conjuguent dans la prise de décision. Mais si vous les dissociez dans votre réflexion, la décision sera d'autant plus facile à prendre. Faites le constat. Si vous considérez qu'une décision ne concerne pas d'autres personnes que vous-même, ou que vous considérez leur existence comme moindre, voire comme dépendante complètement de votre décision, eh bien, en réalité, vous allez traiter ces personnes-là comme des biens, comme des choses, non pas comme des personnes. Et c'est là que vous aurez sans doute des difficultés de confrontation en retour, parce qu'une décision que l'on prend soi-même au regard de son propre référentiel, que l'on prend et qui doit s'appliquer aux autres, eh bien, c'est une décision en réalité qu'on aurait dû prendre que pour soi-même. Parce que les personnes ne sont pas des biens, ne sont pas des choses. La meilleure illustration qui peut être faite de la pertinence de cette approche est dans l'utilisation en médiation professionnelle. Il s'agit d'une instrumentation spécifique de l'ingénierie relationnelle, à commencer par les relations que la personne a avec elle-même, dans l'objectif de résoudre un conflit. Les médiateurs professionnels utilisent cette méthode de manière discursive. La discursivité consiste à aider une personne à structurer sa pensée en évoquant une situation, tandis que le professionnel relève les invariants de la dégradation de la relation. Au cours du processus, la personne en vient à identifier les disharmonies dans ses énonciations et ses pensées jusqu'à passer par une nouvelle réflexion, ouvrant sa pensée par l'usage du doute. Les retours de sens que fait le médiateur professionnel lui fait progresser, fait prospecter la personne dans l'ensemble de cette palette du doute, de façon à lui faire regarder la situation sous le prisme de sa pensée
Parce que c'est la pensée qui nous fait lire une situation. La situation en elle-même n'existe qu'au travers de la manière dont on l'interprète, dont on la vit. Tout un chacun comprend alors ce qui a provoqué le donner-prise dans la conflictualité, le donner-prise qui bloque la prise de décision ou qui fabrique un entêtement, qui est une fausse décision, qui peut paraître être une décision, mais en fait c'est une décision de blocage. Et il y a une négation de décision. Parfois, l'ensemble de la prospection de ce processus n'est pas utile, comme je l'évoquais plus haut, puisque la décision est identifiée comme n'impliquant pas en réalité l'autre personne. C'est ce qui se passe en médiation. Il se passe que des personnes, en fait, changent leur manière de considérer une situation et n'ont plus besoin de la discussion, de la confrontation avec l'autre. Puisque, ayant changé de point de vue, la situation n'est plus observée de la même manière. Et ce qui faisait conflit ne fait plus conflit. Donc la décision qui est prise n'est plus une décision qui implique l'autre. C'est une décision personnelle, individuelle. Parfois, tout simplement, de remettre à plat la manière de communiquer, la manière d'être en relation. Cette méthodologie est tout à fait performante en médiation professionnelle. Mais pourquoi? Si elle est si performante en médiation professionnelle, elle ne serait pas performante aussi dans d'autres champs que celui de la médiation professionnelle. C'est-à-dire ce cheminement de la réflexion qui aboutit à une décision, et quand d'autres sont impliqués, eh bien, il s'agit de les faire participer à la décision. Pourquoi ça pourrait sembler si compliqué? Alors qu'on a des conflits qui paraissent insolubles sur des dizaines d'années et qui sont résolus en quelques heures. Pourquoi ça ne serait pas possible d'appliquer les mêmes processus de réflexion dans la vie sociale, dans la gouvernance, dans la vie politique?